Bonjour à tous et bon réveil matinal avec Free Matin, votre émission d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Le parti Les Démocrates exige le retrait du parrainage pour la présidentielle de 2021 au Bénin. L'information fait la une de quelques journaux parus ce jour et sera au cœur de la causerie matinale de ce jour sur Free Matin. À cet effet, bienvenue Agba Sagan, journaliste, analyste politique, est notre invité ce matin et sera face à Carles Kitome, journaliste, reporter d'images à ESAE TV et analyste politique. Outre cette exigence de les démocrates dans la presse nationale, les confrères rappellent que la Commission électorale nationale autonome Sénat rencontre les députés ce jour pour débattre autour de la présidentielle de 2021 en général et autour du parrainage en particulier. Dans le bulletin matinal d'information de ce matin sur Free Matin, à suivre le compte rendu des dossiers examinés par les députés de la 8e législature lors de l'ouverture hier de la 2e session ordinaire de l'année 2020 avec Atifa Olafa. À suivre également quelques commentaires au sujet de l'homosexualité et sa propension en Afrique. Le ministère de l'économie et des finances a viré 1,5 milliard francs CFA sur les comptes de la Sénat dans le cadre du financement public des partis politiques. Des précisions sur la répartition des fonds dans cette émission matinale. Dans le débat, outre le sujet préénoncé, nous commenterons également l'actualité en Côte d'Ivoire. En fin d'émission, Nansirine Fatoubi nous rejoindra pour la présentation des prévisions astrologiques de ce mercredi 21 octobre de l'an 2020. Le décor ainsi planté, chers amis internautes, on se retrouve dans un court instant, juste après ce spot publicitaire qui présente les offres de bourse et de réduction de scolarité à l'ESAE dans le cadre de l'année scolaire 2020-2021. On se retrouve juste après pour la une des journaux. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'école est le lieu par excellence de l'éducation. ESAE. Étudiants, étudiantes, nouveaux bacheliers, parents d'élèves, une raison de plus pour choisir l'excellence. Et oui, bénéficier des demi-bourses et de réduction de scolarité à ESAE. Payer 250 000 au lieu de 500 000 en licence 1, 2 et 3 sciences juridiques, économiques, de gestion et en journalisme. Et pour les 100 premières inscriptions en administration des finances et administration générale, bénéficier d'une réduction et payer 400 000 au lieu de 500 000. En master 1 et 2, 500 000 au lieu de 800 000 en administration des affaires, 600 000 au lieu d'1 million en journalisme. Faites partie des 100 premiers inscrits en administration des finances et administration générale pour bénéficier de la réduction. Payez 800 000 au lieu d'1 million. À ESAE Cotonou et Parakou, la rentrée est effective. Le dossier d'inscription est disponible en téléchargement à l'adresse suivante www.esae.bj/esae2019 ou renseignez-vous à ESAE Cotonou au 96 80 55 11 98 98 14 00 90 93 65 21 à ESAE Parakou au 96 68 16 14 97 77 51 47 à ESAE, l'épanouissement et le développement est au cœur de notre succès. ESAE, l'excellence a un nom. La rumba, c'est la musique des sages. Et ESAE, c'est l'école des sages. Bonjour à nouveau fidèles amis internautes de ESAE TV. Nous démarrons la une des journaux de ce matin par le quotidien L'Informateur, comme il est de coutume tous les matins. L'Informateur qui titre en manchette ce matin: leasing de véhicules par l'État. Patrice Talon rassure ses compatriotes. Tout ce qui m'amène à économiser un franc de l'État est mon choix, a-t-il laissé entendre. Les déclarations du président de la République à cet effet sont publiées à la page 3 de la parution de ce matin de l'Informateur qui titre également à la une ce matin, en deuxième titre à la une, ouverture de la 2e session ordinaire de l'année 2020, d'importants dossiers à l'ordre du jour au Parlement. Des précisions à la page 4 de la parution de ce matin de l'Informateur. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin, coupe de la Confédération Totale CAF, ESAE Football Club se prépare pour les échéances 2020-2021. L'oreille droite de la une de ce matin de l'Informateur vous invite, fidèles amis internautes de ESAE TV, à découvrir dans la colonne de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Fraternité, titre ce matin en manchette: contrôle de l'action gouvernementale, une promesse, grosse attente. Les 25 points inscrits à l'ordre du jour
jour de la session budgétaire. Des précisions aux pages 2 et 3 de la parution de ce matin de Fraternité, dont le titre à la une vous renseigne qu'à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette, plus d'une dizaine de personnes sont condamnées pour fraude et escroquerie. Plus de détails dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. Le matinal titre en manchette ce matin Covid-19 en Afrique. Le Bénin dans le top 10 des pays qui échappent à la récession. La gestion du président Patrice Talon et du gouvernement récompensé. Des précisions à la page 2 de la parution de ce matin de Le Matinal. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, période préélectorale. Le président de l'Assemblée nationale Louis Vlavonou exhorte les acteurs politiques à la paix. Son message vous est publié à la page 11 de la parution de ce matin du quotidien. La primeur titre à la une ce matin, l'universitaire puissant objecteur de conscience à côté du politique, prof. François Adebayor Abiola exhorte ses collègues à éclairer l'élite africaine. L'homme plaide pour le financement de l'enseignement supérieur. Des précisions sur ce titre dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien La Primeur. Toujours à la une de La Primeur, précisément en manchette, ouverture de la deuxième session ordinaire du Parlement béninois. Le top est lancé pour un nouveau chapitre de la gestion du président Louis Vlavonou. Un bilan fructueux fait des sessions précédentes, d'importants et urgents dossiers inscrits à l'ordre du jour. Le relooking des huissiers parlementaires comme innovation attractive. Intégralité du discours évocateur du président Louis Vlavonou dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. Nous passons à présent à l'Économiste qui titre en deuxième titre à la une ce matin 20 ans du forum sur la coopération sino-africaine vers une augmentation dans les échanges commerciaux. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. Le Télégramme titre en manchette ce matin au sujet de l'annonce de l'apurement des arriérés de salaire des travailleurs. Les clarifications du ministre de l'économie et des finances Romuald Wadaï vous sont publiées à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin en deuxième titre à la une, parrainage pour les présidentielles prochaines. Les démocrates chez Joseph Djogbenoum. Des précisions sur ce qui se sont dit à la page 5 de la parution de ce matin du quotidien Le Télégramme, bien évidemment. Nous passons à présent au quotidien béninois, Le Béninois libéré, qui titre en manchette ce matin deuxième session ordinaire de l'année 2020 à l'Assemblée nationale. Le leadership de l'honorable Rachid Gbadamassi salué. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, facture normalisée. La PADEM Bénin plaide pour une dérogation aux médias. Des détails dans les colonnes de la parution de ce matin de Le Béninois libéré. Nous passons à présent au quotidien national d'information La Nation qui titre en manchette ce matin rapport entre juridictions internes et communautaires. Le Bénin cité en exemple. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien de service public La Nation. En manchette, comme vous l'apercevez très évidemment, l'enseigne de la Cour d'appel de Cotonou, le tribunal de première instance de première classe de Cotonou. Nous passons à présent au quotidien national. Nous restons plutôt avec le quotidien national d'information qui titre en deuxième titre à la une ce matin, récession en Afrique. L'économie nationale s'en sort bien. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Nous passons à présent à Matin Libre qui titre en manchette ce matin avec une photo du chef de l'État au volant. Rupture près de 5 ans après, ça regarde trop dans le rétroviseur selon le confrère. Des précisions sur ce titre à la page 2 de la parution de ce matin de Matin Libre qui titre également à la une ce matin présidentielle de 2021. Les démocrates ont des exigences. Lesquelles exigences vous sont révélées à la page 3 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, Parlement, ouverture de la session budgétaire. 23 députés absents, renseigne la une de ce matin de Matin Libre. L'article à cet effet est à lire à la page 4 de la parution de ce matin du Canard. Nous passons à présent à Le Politique qui titre à la une ce matin, projet de réélection du président Patrice Talon en 2021. Yahi Roundete et les démocrates, des obstacles incessibles. Toujours à la une de Le Politique de ce matin, présidentielle de 2021, l'appel à la paix du président Louis Vlavonou vous est publié à la page 5 de la parution de ce matin du Canard. Nous passons à présent au quotidien Le Pays émergent qui titre à la une ce matin 15 milliards de francs CFA débloqués pour éponger les dettes des travailleurs. Kassamampo, il s'agit des chiffres pour éblouir et surtout tromper la vigilance des populations et notamment des travailleurs. Le président Patrice Talon n'a rien promis ni pour le SMIC ni pour la revalorisation du point indicitaire, dénonce le secrétaire général de la CSTB. Nous passons à présent au quotidien Le Soleil Bénin Info qui titre à la une ce matin animation de la vie politique. Et il parle Talon travail
pour les Béninois. L'autre vision, titre à la une ce matin. En deuxième titre à la une, audience à la Cour de répression des infractions économiques et de terrorisme criette. 7 dossiers examinés, plusieurs condamnations prononcées, des précisions à la page 4 de la parution de ce matin du Canard. Nous passons à présent au quotidien Bénin Intelligent qui titre en manchette ce matin arriéré de salaire dû aux travailleurs Romiad Ouadani, Éclair, Yahi et Koutié. Nous passons à présent au quotidien Les Pharaons pour mettre un terme à la une des journaux de ce matin. Le Canard présente en manchette les photos de Candide Armand Maria Zanaï, d'Éric Roundete, de Thomas Boniaï et de Frédéric Joël Aïvor. Le Canard titre Parti les démocrates, objectif empêcher la tenue de la présidentielle de 2021. L'analyse à cet effet est à lire à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien Les Pharaons qui titre également à la une ce matin communal de 2020, 263 recours vidés par la Cour suprême. Ce sera tout pour la présentation de quelques unes de journaux. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, comme vous le savez bien évidemment. Ils sont également accessibles en ligne partout où vous êtes, où vous avez une connexion Internet. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin sur Free Matin qui est présenté par Atifa Olafa. Bonjour chers téléspectateurs, les députés de la 8e législature ont examiné ce mardi 20 octobre 2020 une vingtaine de dossiers lors de l'ouverture de la deuxième section ordinaire 2020. Il s'agit entre autres du projet de loi portant autorisation de ratification du traité des Nations Unies sur l'interdiction des armes nucléaires adopté le 7 juillet 2017 à New York et signé par le Bénin le 26 septembre 2018. Du projet de loi portant autorisation et ratification de la Convention portant création de l'Alliance pour le biodigesteur en Afrique de l'Ouest et du Centre, adopté à Ouagadougou le 4 octobre 2018, du projet de loi portant code de nationalité béninoise, du projet de loi portant statut du Bureau de la République du Bénin. La deuxième session ordinaire s'est ouverte en présence du ministre de la Justice, garde des Sceaux, des présidents d'institutions, du préfet de l'Ouémé et du maire de Porto Novo. Le régime du président Patrice Talon a bel et bien hérité des dettes de l'État vis-à-vis des travailleurs et s'emploie à les éponger, sans en accumuler depuis avril 2016. Là-dessus, le ministre de l'Économie et des Finances se veut clair. Il en a donné des détails le week-end dernier au cours d'une rencontre avec les médias. Je vous invite à suivre la substance de son intervention. Depuis avril 2016, on a des anciens actes qui étaient en cours de traitement qui sont venus donc en fin de processus. Je donne l'exemple typique, c'est Monsieur Rodonou, je peux citer un nom comme ça, qui travaille, qui est enseignant et qui a bénéficié en 2014, par exemple, d'un avancement et pour lequel les actes étaient en cours de traitement quand nous sommes arrivés. Cette personne, puisqu'il était sous l'ancien régime, le temps que tout le dispositif finisse, c'est en 2018 que le processus a été achevé. Et donc en 2018, on a pu calculer ses droits liés à un avancement qui aurait dû être constaté en 2014. Donc je donne cet exemple pour montrer que nous avons d'une part les dettes qui étaient constatées, auditées et revues au 6 avril 2016, qui étaient de 93,8 milliards. Mais au-delà de ça, il y a des droits acquis pour les travailleurs, pour lesquels les processus administratifs, qui sont généralement très longs, se sont poursuivis et se sont finalisés après avril 2016 et qui ont généré des droits complémentaires à payer. Donc ces droits-là, quand bien même ils ont été calculés, comptabilisés en dettes dues aux travailleurs après avril 2016, concernent pour l'essentiel des droits acquis sur des périodes antérieures. C'est ça qui fait que le chef de l'État, quand nous lui avons présenté le point, ma collègue ministre des Affaires, ministre du Travail et moi, nous lui avons présenté le point de la situation, le chef de l'État a pris la décision et nous a instruit de trouver par tous les moyens les ressources nécessaires pour mettre à zéro l'ensemble de ces dettes qui sont nées vis-à-vis des travailleurs après avril 2016. L'idée étant de dire qu'à ce jour, à la fin du mois d'octobre, le chef de l'État a été clair qu'il ne souhaite pas qu'il y ait une seule dette vis-à-vis des travailleurs. Et donc, c'est en exécution de ces instructions-là que le point a été également fait pour l'ensemble de ces rappels de salaire qui sont en attente depuis et qui sont venus se rajouter aux 93,8 milliards
et qui s'élève donc pour le complément, donc les dettes qui ont été finalisées depuis 2016 et qui concernent pour l'essentiel des droits acquis sur des périodes avant 2016. Donc pour ce montant-là, nous parlons de 15,6 milliards à peu près, qui ont été finalisés et dont le chef de l'État a annoncé hier aux centrales syndicales l'annonce du paiement. Donc je tiens à dire que à partir de 2016, je vous ai parlé donc de la réforme importante qui permet en fait aux travailleurs de ne plus faire des tracasseries administratives pour avoir le constat de ces avancements. Mais je veux aussi préciser que, et le chef de l'État l'a dit, nous avons fait des efforts constamment, mois après mois, pour baisser le stock de dettes. Et donc, sur la période donc, de avril 2016 à ce jour, nous avons pu liquider déjà 53 milliards sur les 93,8 milliards de dettes qui étaient dans les comptes au 6 avril 2016. Ce qui fait que, au titre des dettes finalisées et qui étaient en instance au niveau de la comptabilité publique au 6 avril 2016, on avait 93,8 milliards. Nous avons, sur les 4 ans et demi, fait des efforts pour liquider 53 milliards, donc il en reste 40,8 milliards. Donc il reste, au titre des rappels, 40,8 milliards pour les dettes qui existaient au 6 avril. Et ce règlement, vous rappelez par exemple en décembre 2019, le chef de l'État a pris une mesure de paiement d'un paquet de rappels. Je pense en décembre de mémoire, il s'agissait de 3,7 milliards qui ont été payés. Et tous les mois, une provision de 1 milliard est faite pour solder les anciennes dettes. Et à chaque fois que le gouvernement trouve des marges de manœuvre, le chef de l'État insiste pour que les marges de manœuvre budgétaires qui sont dégagées soient consacrées prioritairement à régler les dettes vis-à-vis donc, des travailleurs. Donc c'est vraiment une excellente nouvelle qui fait que nous avons été instruits. Les services du ministère de l'économie et des finances sont à pied d'œuvre. Ils vont travailler non-stop tout ce week-end pour s'assurer que la paye du mois d'octobre qui a été préparée, on a la possibilité de rattraper quasiment toutes les payes et de rajouter ces rappels sur les fiches de paye pour que dès la semaine prochaine, que chacun constate sur ses fiches de paye le paiement de ces rappels de salaire. Le ministère de l'économie et des finances a fait un virement d'1,5 milliard 500 millions de francs CFA sur les comptes de la Commission électorale nationale autonome Sénat. Ces fonds sont destinés aux partis politiques Union progressiste, Bloc républicain et les Foscori pour un Bénin émergent qui, lors des élections législatives d'avril 2019 et des communales de mai 2020, ont obtenu des sièges. Plus précisément répartis en fonction du nombre d'élus obtenus par chacun des partis. C'est donc dans le cadre du financement public des partis politiques. Ils seront virés dans le compte bancaire des 3 partis, a indiqué hier lundi sur Océan FM Abou Boukari Adam Soulé, le chargé du suivi des partis politiques, des études et de la conception des documents électoraux à la Sénat. Selon ses explications, la clé de répartition de 60% est retenue en ce qui concerne les élections communales et municipales pour lesquelles 3 partis ont obtenu des élus. Ainsi, l'Union progressiste, le Bloc républicain et les Foscori pour un Bénin émergent se partageront un montant de 900 millions de francs CFA. L'apparition de la Covid-19 est un événement surprenant pour les Béninois, mais très tôt, les autorités nationales ont su riposter en mettant en place des stratégies à la mesure des moyens disponibles. Ces stratégies nous ont été dévoilées ici par le représentant du ministre de la Santé. C'était à l'occasion de l'atelier d'échange des professionnels des médias sur les crises sanitaires organisé par l'Union des professionnels des médias le 15 octobre 2020 à la Maison des médias. Carles Kitome nous propose un extrait des stratégies énoncées par Liamidi Salami. Pour faire face à cela, nous avons développé des stratégies de dépistage ciblé de groupes, donc les corps groupes, les journalistes, les forces armées, les professionnels de la santé, les enseignants. Nous avons procédé à leur dépistage pour identifier les personnes touchées au sein de ces corps et les prendre en charge. Cette stratégie nous a permis vraiment d'arriver à faciliter par exemple la reprise des classes qu'il y a eu en mai et permettre ainsi donc aux élèves, aux enseignants d'opérer
d'achever correctement l'année scolaire de 2020. Au cours de cette période, nous avons pu également étendre le réseau de laboratoires. Aujourd'hui, nous avons 13 laboratoires totalement fonctionnels, un 14e sera activé bientôt. Et ces laboratoires couvrent tout le territoire national, donc chaque département a son laboratoire. Cela facilite l'accès, donc les communes font les prélèvements et envoient vers le département qui s'en charge. Et ces laboratoires sont bien fonctionnels, répondent en temps réel, puisque un prélèvement ne fait pas plus de 24 heures avant que le résultat ne soit transmis. Les sites de prise en charge également ont été améliorés, puisque nous avons activé totalement 3 sites. Alada, Parakou et Cotonou sont fonctionnels. Natitengu et Abomey-Calavi ont été mis en veilleuse. Les travaux se poursuivent et devront permettre également de suppléer au moment opportun aux différents centres. Les traitements, pour ce qui est de la prise en charge, nous avons évolué progressivement pour que le plateau qui était mis, le dispositif qui était mis en place soit davantage élevé. Dans les cas difficiles qui nous posaient problème, nous avons pu avoir, en lien avec nos collègues des autres pays, avec les chercheurs, avec les différents comités scientifiques auxquels nous faisons recours, développer des traitements de seconde ligne pour pouvoir faire face aux cas graves qui étaient dans nos structures. Au cours de cette période, il fallait également répondre aux préoccupations liées à la gestion des voyageurs. Au début, si nous étions focalisés sur la détection thermique, nous avons compris en faisant le test des voyageurs qui étaient dans les hôtels, qui étaient mis en quarantaine, nous avons compris que la température seule ne suffisait pas pour identifier que quelqu'un avait le Covid. Et par conséquent, il fallait faire le test. Donc, cela a conduit à mettre en place le dispositif de dépistage systématique installé aujourd'hui au niveau de l'aéroport, l'un des tout premiers en Afrique et qui a inspiré d'autres pays. Ce dispositif fait de 2 tentes permet aux voyageurs, dès son atterrissage, d'être orientés, pris en charge, bénéficier d'un test rapide, d'un prélèvement de PCR dont les résultats sont obtenus dans les 72 heures. Au cours de cette période également, nous avons développé des stratégies pour pouvoir couvrir les cas qui sont vus de plus en plus au niveau communautaire. Aujourd'hui, nous essayons de promouvoir les brigades communautaires. Il est recommandé que chaque structure, chaque communauté puisse disposer de brigades communautaires. Un groupe de personnes informées de la maladie, informées des gestes clés qui permettent de la prévenir et qui surveillent la mise en œuvre de ces gestes. Le premier adjoint au maire de Cotonou, Randis Arwandjinou, n'est plus maire par intérim. Revenu de la France depuis plusieurs jours, Luc Atropo a repris en main la gestion de la ville économique. Selon une radio de la place, le maire Luc Atropo, désigné au lendemain des élections communales de 2020, a déjà repris service. Selon la même source, des documents administratifs portent déjà les signatures de la première autorité municipale. Mieux, il pourrait reprendre physiquement service dès la semaine prochaine. Ce sera tout, chers téléspectateurs, pour la présentation du bulletin d'information de ce matin. Merci, d'ici là, portez-vous bien. Merci à vous, Atifa Olafa, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h Anifat Boukari pour la grande édition du journal télévisé sur EZA TV. Nous passons à présent au débat sur Free Matin. Le débat sur Free Matin, Kaleski Tomé, bienvenue à Bassagan. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour Abdelkader Achiro. Alors ce matin, nous parlons de cette exigence du parti politique Les Démocrates qui exigent le retrait du parrainage du processus pour la présidentielle de 2021. Kaleski Tomé, quel est votre commentaire à cet égard? Mon commentaire, je dirais d'abord que les démocrates n'exigent pas que cela. C'est vrai qu'ils exigent que ce parrainage-là, ce verrou soit sauté, mais en plus ils demandent qu'il soit intégré
sur la liste, qui puisse superviser la liste électorale pour s'assurer qu'elle est favorable, qu'elle est bonne, qu'elle est complète, qu'elle est fiable pour que cette présidentielle se passe bien. Ils exercent également leur présence dans les démembrements de la Sénat. En somme, c'est pour dire qu'au fait, les démocrates aujourd'hui ont un objectif, c'est la présidentielle de 2021 et ils aimeraient bien pouvoir intervenir à chaque étape du processus, au niveau de chaque maillon de la chaîne, afin de pouvoir attester par eux-mêmes que tout a été fait de façon fiable. C'est des Béninois, c'est normal, on peut concéder tout cela. Mais aujourd'hui, ils sont quand même dans un processus qui n'a pas encore abouti et il faudrait qu'ils puissent quand même... vous savez, à chaque temps, à chaque époque, c'est mœurs. Et aujourd'hui, je crois que le Bénin est régi par des tests et qui qu'on soit, il faudrait que nous puissions faire l'effort de respecter ces tests, à moins que nous soyons partisans du désordre. À la lecture des tests aujourd'hui en vigueur au Bénin, je respecte la volonté, je respecte l'envie de tous ces partisans du Parti des démocrates de vouloir influencer de façon positive et l'actualité politique au Bénin, sinon la vie politique au Bénin. Mais je crois qu'au vu de la loi, il leur serait quand même pas facile de pouvoir réaliser ces rêves auxquels ils aspirent. Parce que pour faire sauter le verrou du parrainage, je crois que c'est une loi qu'il a instituée et il faut forcément une loi pour annuler une loi. Rien ne saurait annuler une loi si ce n'est qu'une loi, parce qu'il y a quand même la hiérarchie des normes en matière administrative. Et donc, je ne sais pas ce qui peut dépasser une loi aujourd'hui au Bénin, si ce n'est pas la Constitution. Je ne sais pas ce qui peut vraiment dépasser une loi. Donc, aujourd'hui, s'il y a quelque chose à espérer de ce côté, je pense qu'il va falloir faire un lobbying auprès de ces parlementaires et également un lobbying auprès de l'exécutif pour que nous puissions décider, parce que théoriquement, à la lecture de l'ancienne Constitution, quand même avant la révision du 1er novembre, c'était dit que le 5 avril, le mandat prenait fin. Et nous sommes conformés à tout cela. Tous les calculs ont été faits sous cette base. Et nous avons calculé les 6 derniers mois avant la présidentielle en tenant compte de cette date-là. Et je pense qu'à la lecture de la révision qui a été faite, à partir du 1er novembre, il est peut-être possible d'espérer autre chose. Si nous voulons calculer à nouveau le temps à partir de la nouvelle date de la fin de ce mandat, peut-être que la classe politique pourrait faire un consensus et revenir sur ce texte et l'étudier. Et autrement, je ne vois pas par quel moyen le verrou de cette loi qui institue le parrainage des candidats à la présidentielle puisse être sauté. Et donc voilà un peu l'analyse que moi je peux faire de cette envie, sinon de ce rêve de ces politiques membres du Parti des démocrates de vouloir faire sauter le verrou du parrainage pour la présidentielle de 2021. Alors bienvenue à Kwassagan, vous avez suivi également cette exigence du Parti politique des démocrates qui a été portée au niveau de la Cour constitutionnelle à travers une audience avec le président de la dite Cour, c'est-à-dire le président le président Joseph Diogbenou. Vous avez suivi également cette volonté de vouloir, je dirais, retirer, ils exigent, en quelque sorte pour être beaucoup plus simple, le retrait du parrainage de ce processus. Est-ce que vous pensez qu'ils sont en position d'exiger ce qu'ils exigent? D'abord, si nous allons analyser dans un premier temps, nous pourrions dire qu'ils n'ont pas encore la qualité pour réclamer. Parce que quand on parle, en tout cas, d'une action que vous menez, il faut avoir ce qu'on appelle un intérêt à agir. Et si nous parlons de l'intérêt à agir, le Parti Les Démocrates n'est pas encore un parti politique reconnu en République du Bénin. À partir de ce moment, c'est comme si vous êtes dans la posture où c'est un enfant conçu qui réclame déjà ses droits. C'est vrai qu'il y a des conditions qui sont organisées en la matière. Mais lorsque nous allons nous tenir à cela seul, nous pourrons dire systématiquement que le Parti Les Démocrates n'a pas intérêt à agir. Alors, mais une réaction dans le futur, peut-être, ils sont dans l'espérance de recevoir, en tout cas, le quitus, le récépissé qui témoigne, donc, qui témoigne, oui, je dis provisoire, qui témoigne donc de la qualité de parti politique. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait dire en réalité? Il faut aller sur les exigences. De quelles exigences parle-t-on? Aujourd'hui, ils sont en train de faire une exigence d'urgence.
urgence. Parce que quand c'est urgent, c'est déjà trop tard. Vous savez, ils sont restés tellement dans l'anonymat, ils n'ont pas mené les actions à bonne date et que c'est aujourd'hui qu'on va rechercher à ce qu'on puisse donc corriger le parrainage. Et la démarche qu'il faudrait adopter, et Karl le disait tout à l'heure, c'est qu'il faut des lobbying. Au lieu d'aller sur le terrain à pouvoir dire un certain nombre de choses, vous avez vu, j'ai apprécié leur démarche en allant vers le président de la Cour constitutionnelle, malgré que eux aussi, ils ont un préjugé sur cette Cour constitutionnelle-là, parce qu'ils considèrent que celui qui est à la tête de cette Cour constitutionnelle en tout cas, est très rapproché du président de la République. Voilà des choses qu'eux, ils estiment. Malgré ça, ils sont allés devant ces derniers-là. Mais quand ils viennent sur le terrain, il y a une contradiction dans leur démarche. Aujourd'hui, je les ai lus et ils ont précisé qu'ils savent que le Parlement, il sait réviser des lois à l'approche des élections. C'est comme s'ils ont pris cela comme une jurisprudence. Si le Parlement se laissait aujourd'hui et passe donc à une relecture du code électoral à la matière pour qu'on puisse sauter le verrou du parrainage, à chaque élection, quelqu'un se lèvera pour dire alors il y a jurisprudence. Vous voyez un peu le danger de nos différents... Donc en quelque sorte, quand ça les arrange, on peut réviser les textes. Oui, mais quand ça les arrange pas... On ne va pas réviser les textes. Vous voyez un peu, c'est un désordre qui est en train de naître considérablement de cette manière-là. Et donc ce qu'il faudrait faire, c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens pourraient penser que le parrainage exclut certains, mais le parrainage, c'est un filtre en réalité. Il faudrait le comprendre, c'est un filtre. Et donc, puisque le parrainage est un filtre, s'ils étaient au départ ensemble, en tout cas soudés, et ont mené des actions par le passé, on ne serait pas à ce stade-là. Et donc, c'est pour ça que je dis, la politique de la chaise vide, voilà les conséquences. La politique de l'autruche, voilà les conséquences. S'ils étaient déjà prêts par le passé pour pouvoir donc mener des actions de manière concomitante, on ne serait pas à ce stade-là. Et donc, il faut corriger. Alors, corriger en urgence, c'est là c'est ce qui m'inquiète en réalité. Nous sommes après, par exemple, dans 2 mois, au plus, les candidatures seront annoncées. Et donc, je dirais qu'on n'est même plus à 6 mois de l'élection, parce que si les candidatures s'annoncent, nous sommes déjà dans la période électorale, quelles que soient les circonstances. Et donc, corriger aujourd'hui, sincèrement, c'est ça qui gêne. Mais la volonté politique pourrait donc amener à ce qu'on puisse corriger cela. Mais si on corrige, il faut éviter que dans l'avenir, ces genres de choses-là arrivent. Alors, Kaleski Toumé, ce matin, dans la une des journaux, il y a un titre qui frappe beaucoup. Le quotidien Les Pharaons a titré ce matin « Parti les démocrates, objectif, empêcher la tenue de la présidentielle 2021 ». Lorsqu'on suit un peu le développement fait par votre vis-à-vis, lorsqu'on suit ce titre-là également, est-ce qu'on n'est pas en mesure d'affirmer qu'effectivement, on a comme l'impression que l'objectif c'est d'empêcher la présidentielle, puisqu'ils savent que cette Cour constitutionnelle, même devant laquelle ils sont allés de poser ces exigences-là, ils ont eu à apporter des commentaires au sujet de cette cour-là, comme quoi pour eux c'est une cour aux ordres. Et maintenant, est-ce qu'ils veulent demander qu'on aille totalement en arrière? Qu'est-ce qu'ils veulent véritablement? Est-ce que l'objectif n'est pas finalement effectivement de créer des alibis pour, je dirais, empêcher le scrutin présidentiel? Ben, je dirais simplement ceci. Évitez de mentir une fois. Parce que quand vous mentez une fois, vous serez obligé de mentir tout le temps. Aujourd'hui, ils se plaignent de quelque chose. Ils ont semé une graine en 2019. Ils ont semé la graine de leurs mains. Ils ont semé cette graine au siège de parti RB à Vidolé, au siège Vidolé. Ce jour qu'ils disaient qu'ils allaient faire démissionner le président Talon. Ils étaient en bonne position pour s'organiser politiquement. Au lieu de le faire, ils pensaient qu'ils étaient si forts qu'ils pouvaient déloger le locataire de la Marina. Et ils ont essayé, qu'ils vous souviennent tout ce qui s'était passé. Ils auraient dû se conformer aux nouvelles lois et prendre part à cette législative. Ils n'ont pas fait. Ils ont pensé qu'ils pouvaient outrepasser les lois, mais la loi leur a été dictée. Ils ont essayé quelque chose les 1er et 2 mai, ça n'a pas marché. Ils ont pensé qu'ils allaient rééditer pour les communales, mais là, ils ont été complètement muselés. Et ils veulent, c'est la même tentative qu'ils font aujourd'hui pour la présidentielle. C'est un processus. Quand vous commettez une erreur, quand vous trébuchez, vous tombez, allez là où vous avez trébuché, régler le problème. Sinon, vous allez faire fausse route. Et je pense qu'ils sont en train de faire fausse route. Ils sont en train de faire fausse route. Il faut préciser qu'ils n'ont pas abandonné ce projet-là de créer, parce que si réellement ils sont épris
en tout cas de la paix, il y a certaines actions et certains propos qu'il ne faudrait pas tenir. Parce qu'ils ont dit tout entêtement sous ou aveugle de pouvoir, donc le peuple souverain prendra ses responsabilités. De quelle responsabilité il parle? De quel peuple souverain il parle? Moi, je ne sais pas en réalité. C'est comme si ceux qui travaillent même avec le président Talon ne sont pas dans le peuple. C'est comme si ils sont d'un autre côté. C'est comme s'il y a les uns et les autres dans une république et il y a certains qui sont plus intelligents pour la résistance et d'autres ne le sont pas. Voilà des actions qu'il faut éviter parce que quand la période électorale, d'ailleurs, c'est une erreur grave que c'est pour les élections présidentielles qu'on a cette faveur-là. La meilleure élection, c'est l'élection législative parce que c'est l'élection qui représente réellement le peuple. C'est là où tout devait être fait. Ils n'ont pas travaillé pour qu'au niveau du Parlement, ils aient leurs éléments et que c'est l'élection présidentielle qui les concerne et ils sont en train donc de trouver, de chercher les voies et moyens. Ils veulent faire feu de tout bois pour bloquer le processus électoral. Parce que quand vous analysez en filigrane les différentes actions, leurs réactions, c'est pour qu'on puisse donc empêcher le processus électoral et après dire que c'est le président Patrice Talon. C'est-à-dire on veut chercher quelqu'un à qui il faut imputer ces responsabilités-là. C'est cette action-là qu'il faut éviter dans une république parce que la république appartient à tout le monde. Nous devons travailler en synergie pour pouvoir évoluer. Je retiens deux choses. La première chose, c'est un propos qui a été tenu par les démocrates au cours de cette sortie-là. Ils ont dit ceci: nous transcenderons les procédés malicieux. Ça veut dire qu'ils ont cette ferme volonté de ne pas respecter les lois. Ils ont cette ferme volonté de perturber. Et l'autre que je retiens, malgré tout ce qui se dit aujourd'hui, Noureddine Achadé insiste et persiste que le mandat du président Talon prendra fin le 5 avril. Mettez les deux ensemble. Quel est le problème? Mettez les deux ensemble et vous vous rendrez compte qu'il y a forcément un plan à leur niveau pour perturber cette nation. Et je ne pense pas que c'est en perturbant cette nation que cette nation va se développer. Tout cela dont on cite les noms aujourd'hui, ils ont été aux affaires, ils ont été députés, ils ont été ministres. Ça veut dire qu'ils ont déjà vécu au clocher du pauvre contribuable béninois et ils vivent dans des conditions que les enseignants leur envient depuis toujours. Je pense qu'eux, avec 2 ans de salaire, ils ont fini tout ce qu'un enseignant peut gagner tout au long de sa carrière. Et donc, aujourd'hui, il ne serait pas bien que ce soit eux qui soient porteurs des gemmes qui pourraient perturber la quiétude des Béninois. Je les aime bien en tant que Béninois, mais il faut qu'ils aiment le Bénin aussi et que, comme ils se sont déjà bien remplis les poches, il faut qu'ils aillent se reposer quelque part, attendre leur tour, participer encore aux élections, s'ils peuvent revenir aux affaires, proposer des lois, parce qu'on ne peut vivre, on ne peut changer que par les lois. Il faut préciser que dans toutes ces actions, l'oiseau qui appelle la pluie ne sera pas épargné. Il faut le dire. C'est vrai que la majorité des personnes qui se retrouvent dans ces situations désagréables, c'est le peuple, le citoyen lambda en réalité. Quand on parle des matis, quand vous analysez dans un ensemble, vous allez remarquer que c'est le citoyen lambda qui se retrouve. Carlos l'a dit tout à l'heure, et donc quand il précise que ils en ont plein dans leur poche, et donc il faut laisser les autres aussi, après il peut proposer. En fait, c'est ce qui manque à l'élite africaine, je le dis globalement. C'est-à-dire, ce qui nous manque, c'est comment faire des propositions, comment jouer au rôle de leader d'opinion. C'est ce qui leur manque, c'est rien que les invectives que nous voyons sur la place publique, c'est des injures à l'empoint fini, c'est des qualificatifs qui n'ont pas leur sens, en tout cas de manière péjorative, que nous avons toujours à chaque moment. Il faut éviter ce genre de choses-là si nous voulons réellement qu'un pays se développe. Il faut travailler pour le futur et non travailler pour ses poches. Il faut travailler pour le futur et non travailler pour ses poches. Alors, nous allons hors de nos frontières. Nous allons directement en Côte d'Ivoire. Quelle est l'actualité en Côte d'Ivoire? Où en sommes-nous aujourd'hui? Je pense qu'aux dernières nouvelles, la CEDEAO a donné un conseil sage à tous ceux-là qui demandent de boycott du processus électoral. Il a demandé à Henri Konan Bédié et Pascal Affi N'Guessan de laisser tomber leur projet de boycott pour que la présidentielle puisse avoir lieu. Mais dans quel contexte? Dans un contexte aujourd'hui où Ouattara, qui veut remplir pour un 3e mandat, est contesté par une partie de la population ivoirienne qui souhaiterait qu'il s'en aille après ces 2 mandats pour que quelqu'un d'autre vienne, parce que cette révision de la Constitution n'a pas été consommée par une partie des Ivoiriens. Je ne dirais pas tous les Ivoiriens, pas une partie des Ivoiriens. Et de l'autre côté, nous avons le 4e candidat, KKB, qui
invite les gens à ne pas boycotter. Et quand on analyse, on sait que on saurait le positionner véritablement. L'opposition en Côte d'Ivoire, elle est dure, elle est dure. Et Kakabe n'est pas forcément celui qui peut porter les couleurs de cette opposition, mais il se présente en opposant et souhaite que les autres opposants puissent aller aux élections. Et dans ce contexte, aujourd'hui, il y a des troubles, il y a la violence dans plusieurs villes de la Côte d'Ivoire. Et ces violences sont encouragées par qui? Par Guillaume Soro, qui fait partie de ce quatuor qui avait amené tout ce qui s'était passé en Côte d'Ivoire. Et qui d'autre? C'est, comment on l'appelle, le président Gbagbo. Le président Gbagbo, c'est deux candidats qui ont été recalés, mais qui ont une forte popularité sur le terrain. Et leurs partisans, jusqu'à ce jour, continuent de se mettre en œuvre. D'exiger la candidature. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire est devenue une patate chaude ici, dans la sous-région, et il faudrait forcément trouver les artifices pour pouvoir calmer. Sinon, c'est un feu. Ça a déjà commencé. Et ça nous rappelle les vieux démons de 2010. Et aujourd'hui, il faudrait que tous ces politiques puissent s'asseoir quelque part. Et vous savez que même la candidature de Pascal Affi-N'Guessan n'est pas exemple de problème. Affi-N'Guessan, il était le bras droit de Gbagbo. Et aujourd'hui, le FPI est divisé en deux à cause de cette candidature, parce qu'il y a FPI frange Gbagbo et la frange Pascal Affi-N'Guessan. Donc vous vous rendez compte que c'est carrément un feu incandescent qui est là, et les autres, Henri Konan Bédié et Pascal Affi-N'Guessan, demandent une transition d'1 an pour que tous les petits problèmes soient réglés avant la présidentielle. Et je pense que c'est quand même sage de le proposer, parce que c'est le 31. C'est le 31 octobre. Il reste combien de jours pour le 31 octobre? Exactement 10 jours. Et la tension ne fait que monter. Donc à mon avis, ce n'est pas un bon contexte pour que la présidentielle ait lieu. C'est pas un bon contexte pour la présidentielle ait lieu. Mais est-ce que nous tendons encore vers des événements qu'on a eu à déplorer en 2010? Nous ne pourrons pas dire, je ne peux pas dire non, il faut le préciser. D'abord, il faut indiquer que le problème de la Côte d'Ivoire, c'est une extension des problèmes ethniques dans la politique. Parce que si vous voyez un peu l'histoire de la Côte d'Ivoire, vous allez remarquer que ce sont des tribus qui se font la guerre pratiquement. Aujourd'hui, c'est vrai que la façon dont Ouattara a procédé pour se retrouver, en tout cas pour pouvoir parler d'un troisième mandat, et figurez-vous, il parle de la restauration de la démocratie. C'est pour ça qu'il faut beaucoup faire attention pour des gens qui ont des sociétés comme restauration de la démocratie. Lui-même, voilà qu'il veut un troisième mandat et son rôle, c'est de restaurer la démocratie. Alors, pour éviter ces genres de situations, il faudrait nécessairement, c'est-à-dire entre Ouattara et Henri Konan Bédié, je ne vois même pas, les deux n'ont même pas la qualité pour être président de la Côte d'Ivoire. S'il y avait possibilité d'expédier les deux pour qu'on puisse bien voir sur le territoire, ça serait très bien. Parce que l'histoire des deux... Est-ce que vous ne pensez pas que certains se maintiennent dans le processus parce qu'ils pensent qu'il y en a de leur génération qui sont encore dans la danse, et donc parce que ils sont dans la danse, donc ils ne peuvent pas aller au repos? Mais ce n'est qu'un prétexte. Les gens n'ont pas envie de laisser le poids. Et rappelez qu'ils vous souviennent que Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara sont allés ensemble aux États-Unis pour faire leurs études. Ils sont de la même génération. C'est des gens qui ont été portés, couvés par la même personne, qui ont vraiment profité de tout ce qu'il y a en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, passés 75 ans, je pense qu'ils n'ont plus grand-chose à faire et qu'ils en ont tellement eu qu'il serait plus sage pour eux de laisser les affaires. C'est vous qui le dites. C'est pour ça. Le problème qui se pose, c'est que cette sagesse-là dont on appelle aujourd'hui à ce que ces gens-là fassent recours à leur sagesse, c'est-à-dire que c'est ce qui m'étonne souvent. Quand il s'agit du pouvoir, j'ai l'impression que les gens qui veulent ce pouvoir-là sont dépourvus de toute sagesse. Si vous prenez Henri Konan Bédié, qu'est-ce que lui, il a encore à prouver à une Côte d'Ivoire? Quand vous prenez, c'est-à-dire que même entre lui et entre Ouattara et lui, les gens auraient préféré Ouattara à Henri Konan Bédié. Je vous dis cela. Merci. Donc c'est pour ça les deux, il va falloir que les deux, en tout cas que des moyens soient trouvés pour qu'il y ait l'apaisement au niveau de la Côte d'Ivoire pour éviter les malheureux événements de 2010. Je crois que nous aurons le temps encore de revenir une fois encore sur cette actualité qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Merci à vous. C'est que les Africains ne savent pas prévoir.
Je pense que toutes ces crises, c'est parti de la mort de Houphouët-Boigny. La succession n'a pas été bien gérée et en 2000, nous avons eu Papa Noël en 1999 et depuis, jamais la paix en Côte d'Ivoire. Jamais la paix en Côte d'Ivoire. Pour la postérité. Il y aura la paix un jour en Côte d'Ivoire par la grâce et la bénédiction divine. Nous y prions beaucoup pour cela et nous espérons que au bout d'un consensus, ils arriveront quand même à fumer le calmer de la paix. Fidèles amis internautes, nous allons installer à présent Nansirine Fatoumbi pour la dernière rubrique de ce matin. C'est l'horoscope de ce mercredi. Amis internautes, bonjour et bienvenue sur le message des astres de ce mercredi matin. Démarrons par le tout premier signe astrologique Bélier. Vous chercherez à ce que les choses arrivent dans votre vie, que le bonheur entre de plein fouet dans votre vie et que vos illusions se renouvellent. Cependant, vous ne devriez pas réaliser des tâches trop lourdes, plus encore si elles ont lieu en hauteur. Cher Taureau, cette journée s'annonce propice pour commenter et réfléchir sur la vie des autres et la façon dont ils gèrent leurs amours. Vous apprendrez des erreurs des autres, verrez des fautes que vous ne voulez pas reconnaître au sein de votre propre relation. Votre bien-être se trouve dans l'ensemble à un niveau très correct. Amis Gémeaux, le travail ne retiendra pas aujourd'hui votre attention. Cette journée sera par conséquent calme et sans haut ni bas, bien que vous ayez tendance à passer inaperçu dans votre cercle professionnel. Le bien-être dépendra en partie de l'attitude émotionnelle que vous adoptez tout au long de la journée. Cher Cancer, en amour, tout sera calme et harmonieux. Le travail, malheureusement, vous rendra anxieux, ce qui pourrait interférer avec l'accomplissement de vos obligations. Vous ne serez en effet pas en mesure de donner le meilleur de vous-même. Chers amis rois de la forêt au travail, des nouvelles importantes vous seront communiquées. Ce seront de bonnes nouvelles puisqu'il s'agit de clôture d'accords, d'ouverture de marché, d'embauche, de promotion à votre poste ou d'atteinte d'objectifs. Vous aurez l'impression que la foudre traverse tout votre corps et sera remplie constamment d'énergie. Vierge, si vous vivez en couple depuis longtemps, le climat ne sera pas belliqueux, mais vous devrez néanmoins y mettre du tien pour maintenir la paix. Un excès de responsabilité affaiblira votre esprit. Amis Balance, vous devrez être attentif à chaque signal, faire une analyse de ce qui se passe dans votre vie en amont et prendre une bonne décision avec laquelle vous savez que vous vous sentirez à l'aise. Vous serez davantage en proie avec le changement de l'environnement. Natif du signe Scorpion, aujourd'hui l'argent ne sera pas pour vous un souci. Vous vous sentirez confiant pour votre futur et vous laisserez de côté la peur et la pauvreté du manque. Un conflit dans votre environnement professionnel pourrait vous inciter à porter un jugement de valeur ou à prendre parti. Sagittaire, sur le plan professionnel, vous vous retrouvez à de nombreuses reprises à vous encourager toute seule à faire plus que vous le faisiez déjà, car vous avez déjà besoin de changer. La clé du succès serait de pouvoir retrouver votre paix intérieure. Capricorne, les douleurs articulaires pourraient nuire à votre bonne humeur. Tant d'énergie dans votre secteur du zodiaque apportera une grande rigidité à votre corps. Votre exigence envers vous-même est l'un de vos pires ennemis. C'est le bon moment d'abandonner ce défaut et de faire un pas vers votre propre libération. Verseau, au travail, vous ne devrez pas être impatient. Mieux vaut que vous attendiez un peu avant d'agir. Ce n'est que lorsque le moment sera venu que les bons résultats apparaîtront comme par magie et que les difficultés s'effaceront. Dernier signe du zodiaque Poisson, aujourd'hui vous aurez une énergie très positive en matière d'investissement, de finances et de pouvoir social. Vous souhaiteriez être à jour sur les innovations techniques et les appliquer à votre métier. Votre sixième sens sera aiguisé et vous sauriez choisir les investissements qui vous rapporteront le plus de bénéfices à court terme. C'est tout pour les messages des actes de ce mercredi matin sur Esaü TV. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Merci à vous Nansirine Fatoumbi pour la présentation de l'horoscope du jour. Fidèle ami internaute de Esaü TV, ainsi prend fin Free Matin ce matin. Merci pour l'attention. On se retrouve demain matin avec le même plaisir. Portez-vous bien et excellente journée de travail à toutes et à tous.